Violence conjugale et AS, vous avez été une centaine de personnes à m'écrire sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce sont vos témoignages qu'on découvre ensemble. Trigger warning, les histoires qui vont suivre sont de vraies histoires. Elles peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes si vous êtes sensible aux violences conjugales, violences physiques, psychologiques, aux AS, aux emprises. Je vous invite à quitter cette vidéo parce qu'elle peut être compliquée à regarder. Et pour les autres, on reste ensemble. Le but, c'est pas de raconter des histoires choquantes. Ce sont de vraies histoires. Ce sont de vraies personnes qui ont subi des atrocités, qui ont le courage de venir raconter tout ça. Le but, c'est pas juste de raconter des histoires, c'est qu'on puisse sensibiliser sur le sujet. Premièrement, vous dire que vous n'êtes pas tout seul ou toute seule pour celles et ceux qui traversent ce genre d'événement. On vous croit. Le deuxième point important, c'est aussi de sensibiliser sur certaines mécaniques qui se ressemblent énormément dans tous les témoignages que je raconte. La manière dont on rentre dans cette emprise-là, qui se faufile un peu comme ça, et on se demande toujours, mais pourquoi les femmes ne quittent pas ce genre de relation, ou les hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences conjugales ou d'AS. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'emprise, et donc j'aimerais aussi sensibiliser sur les personnes pour qu'elles évitent de tomber dans ce genre de schéma, mais également nous de l'extérieur, quels sont les premiers signes qui devraient nous alerter pour qu'on puisse tirer la sonnette d'alarme. Vous trouverez tout en description à la fin de la vidéo, toutes les assos, etc. Mais pour le moment, on va passer au premier témoignage. Je vous invite à être bienveillant en les écoutant. Ça a été très difficile pour certaines personnes de raconter leurs histoires. Donc si on peut les accueillir avec bienveillance, je vous invite à vous installer avec votre café. Bienvenue dans mon podcast Coffee with Kiki et c'est parti pour le premier témoignage. Bienvenue dans Coffee with Kiki, le podcast qui vous accompagne dans votre voyage intérieur pour explorer notre existence et notre quête de sens. Ici, il ne s'agit pas de développement personnel. On apprend à comprendre notre monde intérieur et le monde qui nous entoure afin de mieux vivre tous ensemble. Je m'appelle Kadi, j'ai 22 ans et aujourd'hui je peux enfin dire que je suis une survivante. Quand j'ai vu l'appel à témoignage, je me suis dit que j'aurais aimé entendre ce genre d'histoire il y a quelques années. J'aurais aimé qu'une femme me dise « Ce que tu vis n'est pas normal. Tu peux partir, tu peux survivre. » Alors aujourd'hui, c'est à mon tour de parler. Tout a commencé quand j'avais 17 ans. Je venais d'aménager seule dans un petit studio pour poursuivre mes études. J'allais avoir 18 ans quelques mois plus tard. J'avais trouvé un petit travail étudiant pour payer mon loyer, mes courses, ma vie. Pour la première fois, j'étais libre. J'avais adopté un chat, je pouvais organiser mes journées comme je le voulais. J'avais l'impression que toute ma vie commençait. Et puis, il y avait cette candeur. Je croyais au grand amour. Alors juste après Noël, quand il m'a contactée sur les réseaux sociaux, je me suis dit « Et si c'était lui ?» On a commencé à discuter tous les jours, très vite. J'ai appris qu'il avait 24 ans, 6 ans d'écart. Aujourd'hui, ça me paraît énorme. À 18 ans, je ne voyais pas le problème. On s'appelait pendant des heures. Il voulait savoir où j'étais, avec qui je parlais, pourquoi je répondais à mes copines avant de lui répondre à lui. Il était jaloux. Mais dans ma tête, la jalousie c'était une preuve d'amour. C'est ce que je croyais. Quelques semaines plus tard, il m'a proposé de venir chez moi. Au début, tout semblait normal. Il y avait bien quelques crises de colère quand il perdait à ce jeu vidéo, quelques remarques parce que je passais trop de temps avec mes amis, mais jamais je n'aurais imaginé ce qui allait suivre. Il faisait une formation et devait trouver un stage. Il m'a proposé d'en chercher un près de chez moi pour qu'on puisse se voir davantage. J'ai accepté, encore une fois. Pendant 3 semaines, il a vécu chez moi. C'est là que tout a basculé. Un jour, je lui ai simplement demandé de participer un peu à la vie de l'appartement, faire un peu de ménage, m'aider. Il ne faisait rien du tout. Il se levait d'un coup, il m'a attrapé violemment par le bras. Je me souviens surtout de la peur, puis des excuses et de moi qui lui pardonne. Avec le recul, je comprends que c'était déjà le début. Le stage s'est terminé, il est rentré chez lui, mais moi, entre-temps, j'étais devenue complètement dépendante affectivement. Quand il m'a proposé de revenir pour vivre avec moi, je n'ai même pas hésité. Il est arrivé avec une valise de carton et sa console de jeu. Très vite, l'appartement est devenu le sien. Moi, je n'étais plus qu'une présence autour de lui. Il passait ses journées à jouer. Il ne travaillait pas.
je faisais les courses, le ménage, les repas. Et quand j'osais dire quelque chose, les disputes commençaient. Une nuit, après une énième dispute, je me suis retrouvée à dormir sur le paillasson devant la porte de mon propre appartement. J'étais recroquevillée en larmes. Depuis le lit, il me criait « Arrête de pleurer, ferme-la et viens dormir ». Je n'osais plus bouger. Je suis restée là pendant des heures, puis je suis revenue dans le lit. Parce que je travaillais le lendemain, parce que j'étais épuisée, parce que je croyais que je n'avais plus vraiment le choix. Les colères devenaient de plus en plus violentes. Il hurlait, il frappait dans les murs. À chaque fois, je me demandais si le prochain coup serait pour moi. Petit à petit, je me suis perdue. J'avais tellement peur que je ne savais plus comment sortir de cette situation. À un moment, je me suis enfermée dans la salle de bain, incapable de réfléchir, persuadée qu'il n'y avait plus d'issue. J'avais un couteau et une bouteille d'alcool. Je pensais juste que ça me permettrait de réfléchir, de souffler un peu. J'étais en complète détresse psychologique et émotionnelle. J'ai commencé à m'entailler le bas du ventre avant qu'il ne défonce la porte, vide la bouteille dans le lavabo et me sorte de là. Aujourd'hui encore, je mesure à quel point cette relation m'avait détruite psychologiquement. Je vais vous raconter une des multiples AS que j'ai subies. C'est la première fois que je raconte ça avec autant de détails. C'est peut-être difficile à entendre. Un soir, il était excité et avait envie de tester des choses. Un soir, il était excité et avait envie de tester des choses. J'étais sur le lit, allongée, tout se passait bien au début. Et puis il a voulu essayer quelque chose. Il m'a enfoncé un doigt dans l'anus, j'avais horriblement mal. Je saignais, je lui ai demandé d'arrêter, il m'a dit « T'inquiète, ça va aller ». Je lui faisais confiance. Il a juste craché sur son doigt et a recommencé. Je l'ai supplié d'arrêter. Il est allé chercher un objet dans sa mallette de travail. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un objet qui sert à affûter les couteaux. Ça fait une grande tige en fer. Il me l'a enfoncé dans le vagin. L'objet était beaucoup trop long. J'étais pétrifiée. Je lui ai dit que ça me faisait mal. Il continuait. Il a fini par se masturber pendant que je vivais littéralement un cauchemar. Je ne pourrais pas expliquer la souffrance que j'ai ressentie. Une autre fois, j'ai essayé de fuir. J'ai couru dans la rue, il m'a rattrapée, il m'a tiré par les cheveux, il m'a menacé de mort. Des personnes sont passées, personne ne s'est arrêté. Je crois que c'est un souvenir qui me hante presque autant que le reste. Parce qu'on espère toujours que quelqu'un verra, que quelqu'un interviendra. Et parfois, personne ne le fait. Puis est arrivé ce soir-là, celui où j'ai compris que si je ne partais pas, je risquais de ne jamais pouvoir le faire. Je travaillais tôt le lendemain. Je lui ai demandé de baisser le son de ses jeux vidéo. Une fois, 2 fois, puis plusieurs. Il s'est retourné vers moi. En quelques secondes, il était au-dessus de moi, ses mains autour de mon cou. Je ne respirais plus. Puis il m'a lâché, comme si rien ne s'était passé. Il est retourné jouer. Moi, je me suis tournée vers le mur et j'ai pleuré. En silence. J'avais appris à pleurer sans faire de bruit. Le lendemain matin, je suis partie travailler. Avant de partir, je lui ai demandé de ranger un peu l'appartement et de préparer le repas. Quand je suis rentrée le midi, rien n'avait changé. Il jouait, comme toujours. Je me suis assise à côté de lui et sans réfléchir davantage, les mots sont sortis. C'est fini, je ne t'aime plus, je veux que tu partes. Il a d'abord essayé de me convaincre, puis il a compris que je ne reviendrai pas sur ma décision. Son téléphone a traversé la pièce, j'ai senti mon corps se figer. Il m'a supplié, puis il s'est mis à m'étrangler. Cette fois, je me suis débattue. J'ai réussi à le repousser, il a frappé dans la télévision. J'ai voulu sortir, retourner au travail, quitter cet appartement. Il m'a bloqué contre la porte, ses mains autour de mon cou et ma tête frappée contre la porte. J'ai entendu une porte de voisin s'ouvrir. J'ai essayé d'appeler à l'aide. Sa main est venue couvrir ma bouche. Quand il m'a enfin relâchée, je lui ai simplement dit, quand je rentrerai du travail, je veux que tu sois parti. Je suis repartie travailler en pleurant. J'ai appelé sa tante. Je lui ai raconté ce qui venait de se passer.
Elle m'a dit qu'elle viendrait le chercher, mais qu'elle avait du mal à croire qu'il ait pu faire ça, qu'il n'était pas quelqu'un de violent, ou alors que j'avais sûrement dû le pousser à bout. Même après avoir survécu aux violences, on continue à devoir se justifier. J'ai porté plainte, j'y croyais, un peu, pas complètement, puis le verdict est tombé. Classement sans suite. Faute de preuves, les objets cassés n'ont pas suffi, les marques n'ont pas suffi, ma parole n'a pas suffi. J'ai appris plus tard que certains témoins potentiels n'avaient même pas été entendus, ni les collègues qui avaient remarqué les marques sur mon cou, ni les voisins, rien. Mon monde s'est effondré une deuxième fois. Pas à cause de lui, à cause de la justice. On m'a parlé de recours, d'appel, je n'en avais plus la force. Je refusais de replonger dans cet enfer. J'ai sombré dans une profonde dépression. Il y avait des jours où je n'arrivais même plus à sortir de mon lit. J'ai été suivie par un psychologue, j'ai pris des antidépresseurs, des anxiolytiques, puis un jour, sans même m'en rendre compte, j'ai commencé à me relever, doucement, très doucement. Aujourd'hui, je ne dirais pas que tout est oublié parce que ça ne s'oublie pas, mais je peux dire une chose, je suis encore là. Et si mon histoire peut permettre à une seule femme de reconnaître les premiers signes de l'emprise, de comprendre que la jalousie n'est pas de l'amour, que les excuses n'effacent jamais les violences, alors raconter tout ça aura servi à quelque chose. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais une victime. Aujourd'hui, je sais que je suis une survivante. Alors, tout d'abord, Kadi, je voulais te remercier infiniment pour ton témoignage qui a été très difficile pour moi à traiter, surtout le passage où tu parles de ton AS. Et en plus, je sais que c'est la première fois où tu racontes ça avec autant de détails et tout. Tu as été extrêmement courageuse. Moi, ce qui m'a marqué dans tout ça, c'est que tu étais tellement jeune et que tu as tenu tête, enfin, tu as pris position et tu as dit tu dégages maintenant. Et je trouve ça vraiment très, très, très courageux de ta part. Et oui, tu es une survivante, ça, c'est y a même pas de débat à avoir. Encore une fois, je suis pas psy, je suis pas juge, je suis personne, mais je peux pas rester neutre, je suis pas en train de raconter une recette de gâteau, je suis en train de parler de vies qui ont basculé et, euh, et du coup, je voulais juste revenir sur certains points. Déjà, dans les premiers signaux, les filles, mesdames et messieurs, parce que j'ai aussi reçu des témoignages d'hommes qui ont subi des violences conjugales. Quand on aime, on ne vous frappe pas. Quand on aime, il n'y a pas de violence. Quand on aime, il n'y a pas de violence psychologique et il n'y a pas de violence physique. Alors, c'est très simple à dire comme ça derrière ma caméra, de vous dire, oui, quand on aime, on ne tape pas, etc. Déjà, Kadji, il y a un moment où tu dis, euh, ça aurait dû t'alarmer dès qu'il y a eu la première violence, ça aurait dû t'alarmer, puis il s'est excusé, tu lui as pardonné. Ne te blâme pas. Ne te blâme pas jamais, 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 parce que, en fait, quand t'es en train de vivre ça, t'as pas le recul nécessaire pour prendre du recul, pour regarder l'histoire comme ça de loin et dire oui, ça c'est pas normal ou ça c'est normal. C'est le but de l'emprise. Et en plus de ça, cette personne-là vivait avec toi. T'étais littéralement en train de subir des violences conjugales, donc t'es constamment dans le bruit, la personne est constamment présente, donc t'as même pas le temps de réfléchir. Et ça, c'est encore une fois une technique de manipulation. Et je suis désolée, mais si cet homme-là se met avec une fille qui a une jeune femme qui avait 18 ans à l'époque, c'est pas pour rien. Donc ne te blâme pas. La seule et unique personne qui est un monstre dans cette histoire, c'est l'agresseur. Et c'est tout. Ok? Maintenant, tu racontes ton histoire pour qu'on puisse sensibiliser avec que oui, il y a des mécanismes, comme je disais au début de la vidéo, qui se répètent dans beaucoup d'histoires similaires. Et mesdames, oui, dès qu'il y a une première violence physique ou psychologique, des insultes, on vous rabaisse, on vous humilie, on vous compare à d'autres personnes, il y a de la jalousie extrême. Je ne parle pas d'une petite jalousie, d'un petit... Je parle de la jalousie toxique, nocive, qui, quand on essaye de vous couper aussi de vos proches, etc., c'est des mécanismes pour vous isoler. Donc, quand ça arrive, oui, on part. Quand on aime, on ne tape pas. Quand on aime, on ne violente pas. Ce n'est pas de l'amour. On ne vous aime pas. Voilà, je suis désolée d'être autant dure sur mes propos.
Et encore une fois, on ne vous juge pas de rester là-bas. Et j'entends beaucoup de personnes dire, je comprends pas, et ça va être le dernier point que je vais faire sur ce témoignage-là, mais je comprends pas pourquoi ces femmes-là ne partent pas. Quand vous êtes avec quelqu'un, alors au début, c'est de l'empathie qui vous fait rester, de l'amour, des sentiments, parce que vous êtes un humain, vous avez le droit de ressentir de l'amour, surtout quand la personne fait absolument tout, tout ce qu'il faut pour vous manipuler, pour vous faire croire que tu es en train de vivre the love story, tu vois. Et qu'ensuite, il y a un changement de comportement, il y a des violences qui viennent, etc. Bien évidemment, on n'arrive pas en étant méchant avec quelqu'un et lui dire je te tape dessus et tu vas m'aimer. Non, il y a tout un travail psychologique qui se met en place et ensuite viennent les violences psychologiques, physiques, etc. Pourquoi ces femmes ne partent pas? Parce que ça s'appelle de la peur. La peur, il n'y a aucun sentiment qui est plus fort que la peur. C'est-à-dire que on vous fait croire que cet homme-là, c'est le bon Dieu sur terre. Il a le droit de vie ou de mort sur vous. Vous vous rendez compte du stress constant que c'est et qu'il y a combien de féminicides, de femmes qui ont essayé de partir, qui ont porté plainte, qui ont déposé des plaintes sur des plaintes, qui sont parties et qui se sont fait par leur partenaire. Certains mots, moi je suis sûre que ma vidéo YouTube là elle va sauter. Mais il y a de la peur. Alors je vous dis pas ça pour ne pas porter plainte et ne pas sortir de cette situation. Bien au contraire, ce que je suis en train de vous dire, c'est que il y a des femmes qui ne sont plus là aujourd'hui pour témoigner, et merci Kadji, et merci à toutes les autres de témoigner aujourd'hui. Mais si on fait cette démarche-là, c'est pour vous dire que vous pouvez vous en sortir. Vous n'êtes pas toute seule, et on va vous aider aussi à vous entourer. Il y a des associations qui peuvent venir, littéralement, venir vous faire déménager en urgence, en cachette. On peut faire en sorte que vous soyez protégés. Il y a des histoires où la justice ne fait rien, comme là par exemple avec Kadji, et je ne veux pas que ça vous démotive à porter plainte, parce qu'il y a aussi des histoires, des témoignages que j'ai racontés, notamment dans l'épisode 1, et même dans cet épisode-là qui arrive, où la justice fait son travail et où ces hommes-là ne finissent pas dans un truc impuni. Et on ne le fait pas pour eux, on le fait pour nous. Faites-le pour vous, parce que vous méritez de sortir de cette situation et vous méritez d'être heureuse et de vivre et de ne pas vivre dans la peur constante. Donc je sais que c'est difficile, mais c'est intéressant comme témoignage parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de mécaniques comme ça qui se mettent en place, notamment dans ce témoignage-là. Donc arrêtez s'il vous plaît de faire culpabiliser les femmes en leur disant pourquoi tu ne pars pas, pourquoi tu ne pars pas. Si c'était aussi simple, elles seraient déjà parties, ça fait longtemps. Voilà, c'est pas simple, c'est difficile, oui, je vous l'accorde, mais vous n'êtes pas toute seule. Vous allez retrouver tout en description, les associations qui peuvent vous aider, etc. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos proches, de vos amis, de vos familles pour vous accompagner dans ce process-là. Et vous avez tout mon soutien et on vous croit sans, sans avoir besoin de vous justifier, juste on vous croit en fait. Et j'ai ma lumière qui a rendu l'âme comme d'habitude. On va passer au second témoignage. C'est le témoignage de Lila. Je m'appelle Lila, j'avais 19 ans. À cette époque-là, je sortais d'une dépression. Je ne pouvais pas encore dire que j'étais guérie, mais j'avais enfin l'impression de reprendre ma vie en main. Je recommençais à sourire, à faire des projets, à croire que les jours difficiles étaient peut-être derrière moi. Puis je l'ai rencontré. Il avait 26 ans. Au début, il était tout ce dont j'avais besoin. Il arrivait avec des cadeaux, il me couvrait de compliments, il me disait que j'étais belle, que j'étais différente des autres. Il avait toujours un mot gentil, une attention, une preuve d'affection. Aujourd'hui, je sais que tout ça faisait partie de ce qu'on appelle le love bombing. Mais à l'époque, je pensais simplement que j'avais enfin trouvé quelqu'un qui m'aimait. Petit à petit, je me suis attachée à lui. Puis, presque sans m'en rendre compte, je suis devenue dépendante de son regard. Le jour où il a compris qu'il avait cette emprise sur moi, tout a changé. Les compliments ont laissé place aux humiliations. Chaque jour, il trouvait une nouvelle façon de me rabaisser. Il me répétait que je ne valais rien, que personne ne pourrait jamais m'aimer. Parfois, il me regardait droit dans les yeux et me disait « Je ne serai jamais amoureux de toi » ou encore « Je ne t'aime pas ». Je me demande encore aujourd'hui pourquoi je suis restée. Mais quand on vit sous emprise, on ne réfléchit plus comme quelqu'un de l'extérieur. On cherche seulement à retrouver la personne qu'on a connue au début. Alors on fait tout pour lui faire plaisir. On s'oublie complètement. Je me suis donné corps et âme.
Je pensais que si je faisais suffisamment d'efforts, il redeviendrait cet homme attentionné du début. À la place, les violences ont commencé. Il y avait les mots, puis il y a eu les rapports imposés. Au début, je me disais que c'était sûrement normal, que dans un couple, on ne pouvait pas toujours avoir envie au même moment. Puis je me suis convaincue que toutes les femmes vivaient ça. Je n'appelais pas ça des violences. Je pensais simplement que c'était mon rôle. Encore aujourd'hui, cette pensée me fait mal, parce que personne ne devrait grandir en croyant que son corps appartient à quelqu'un d'autre. Puis un jour, je suis tombée enceinte. Je me souviens parfaitement de cet instant. J'étais terrifiée. Mais j'étais aussi heureuse. Toutes les émotions se mélangeaient. J'avais peur, et pourtant, au fond de moi, il y avait déjà cet amour immense pour ce petit être qui grandissait. Le jour où je lui ai annoncé, il n'a presque rien dit. Il a juste fait une tête que je n'oublierai jamais. Son visage s'est fermé, son regard est devenu froid, ça m'a immédiatement glacée. Mais je me suis rassurée toute seule. Je me suis dit qu'il lui fallait simplement du temps, qu'une nouvelle comme ça pouvait faire peur. Au début, il disait qu'il n'était pas prêt. Puis, pendant quelques jours, il a commencé à parler du bébé. Je me suis dit que tout allait finir par s'arranger. Et puis, sans prévenir, il a explosé. Il s'est mis à hurler, à m'insulter, à me dire que je devais me débarrasser de ce truc, que si je ne le faisais pas, il me traînerait lui-même à l'hôpital, qu'il me forcerait à avorter, puis il est allé encore plus loin, il m'a dit que si je gardais cet enfant, il me pourrirait la vie, et qu'il tuerait mon bébé de ses propres mains. Je me souviens que je n'ai même pas réussi à pleurer. Mon corps a réagi avant moi. J'ai eu la nausée et je suis sortie vomir. Je n'arrivais plus à réfléchir. Je me répétais seulement comment quelqu'un peut dire une chose pareille. Ce jour-là, je suis partie. Quelques jours plus tard, je suis revenue avec ma meilleure amie pour récupérer mes affaires. Je pensais que ce serait rapide. Je pensais que tout était terminé. Je me trompais encore. Une dernière dispute a éclaté. Il m'a insultée. Il me répétait qu'il ne voulait pas de cet enfant. Alors je lui ai répondu que j'envisageais peut-être d'avorter, mais pas parce qu'il ne voulait pas de ce bébé. Parce que je refusais que mon enfant ait un père comme lui. Je suis repartie, puis les jours ont passé et j'ai changé d'avis. Je voulais ce bébé. Je ne pouvais pas imaginer m'en séparer. C'est à ce moment-là qu'il a recommencé. Les messages, les appels, tous les jours, sans exception. Au début, je ne répondais pas. Puis, petit à petit, j'ai craqué. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être en discuter, qu'on pouvait peut-être réussir à se quitter correctement. Je suis allée le retrouver. Nous étions dans ma voiture. Au début, tout allait bien. Il était calme, gentil, presque celui que j'avais connu au tout début. Puis, son regard a changé. D'un seul coup, comme si la personne assise à côté de moi n'était plus la même. Il m'a attrapé, il m'a pris mon téléphone, puis mes clés de voiture. Il m'a regardé en me disant « Si je décide que tu ne repars pas d'ici, tu ne repartiras jamais. » J'ai senti mon sang se glacer. J'ai voulu crier. Il m'a immédiatement répondu « Arrête de crier, sinon je te sors de la voiture et je te frappe tellement fort que même tes parents ne te reconnaîtront plus. » Je suis restée figée, complètement tétanisée. Je ne comprenais plus rien. Je ne reconnaissais plus l'homme que j'avais aimé. Il m'a forcé à le suivre jusque chez lui. Je n'avais plus mon téléphone, plus mes clés, plus aucun moyen de partir. Je lui répétais sans cesse « Je veux rentrer ». Il faisait comme s'il ne m'entendait pas. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. Je n'oublierai jamais cette seconde. Jamais. Parce qu'à cet instant précis, j'ai compris que tout ce que je croyais encore possible venait de disparaître. Il m'a dit « Tu es à moi ». À partir de ce moment-là, je n'avais plus qu'une seule idée en tête, survivre. Je ne cherchais plus à comprendre, je ne cherchais plus à me défendre, je voulais juste rentrer chez moi, revoir ma mère, la serrer dans mes bras. Je me suis mise à lui sourire, à faire semblant que tout allait bien, à répondre calmement, pas parce que j'étais d'accord, parce que je savais qu'au moindre faux pas, je risquais de ne jamais repartir. Cette nuit-là a duré de minuit jusqu'à 7 heures du matin. Chaque minute me paraissait une éternité. Je pensais sincèrement que j'allais mourir. Et pourtant, je continuais à sourire, par instinct de survie. À un moment, il s'est finalement endormi. Je suis restée immobile, longtemps, très longtemps. J'écoutais simplement sa respiration. J'attendais d'être certaine, puis je me suis levée, en silence. J'ai récupéré mes affaires
et je suis sortie. Je n'ai commencé à pleurer qu'au moment où j'ai retrouvé ma voiture, seulement à cet instant-là, parce que je savais enfin que j'étais encore en vie. Je suis rentrée chez moi sans rien dire. J'avais retrouvé ma mère, j'étais en sécurité, et pourtant, je n'ai parlé à personne. Je crois que je n'avais même pas les mots pour expliquer ce que je venais de vivre. Quelques jours plus tard, j'ai fait une fausse couche. Je me souviens de ce vide immense. J'avais déjà commencé à aimer ce bébé. Je m'étais déjà imaginé son visage. Je lui avais même trouvé un prénom. Perdre cet enfant, c'était perdre le seul rayon de lumière qui me restait. À partir de là, je me suis complètement effondrée. Ma dépression est devenue plus forte que jamais. Les semaines sont devenues des mois. Et lui, il ne m'a jamais laissé tranquille. Les messages continuaient, le harcèlement aussi. Je ne dormais plus. J'avais l'impression de le voir partout. Le moindre bruit me faisait sursauter. Quand ma mère mettait un peu de temps à rentrer à la maison, j'étais persuadée qu'il lui était arrivé quelque chose. Je me mettais à hurler toute seule. J'avais des hallucinations, j'étais convaincue qu'il allait venir me tuer ou faire du mal aux personnes que j'aimais. Je vivais constamment dans la peur. Avec le recul, je sais aujourd'hui que j'avais développé ce qu'on appelle un syndrome de Stockholm. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le syndrome de Stockholm, en gros, c'est quand tu aimes ton agresseur, quand tu développes des sentiments pour ton agresseur, mais c'est très complexe. Je vous invite à regarder ce que c'est vraiment très complexe. Le pire, c'est que j'en avais conscience. Je savais que cette emprise existait, je savais qu'elle me détruisait, et pourtant, je n'arrivais pas à m'en libérer. Je m'en voulais tellement, je me détestais de ressentir encore quelque chose pour quelqu'un qui m'avait fait autant de mal. Puis un jour, il m'a recontacté. Il m'a demandé qu'on se voie. Il m'a dit qu'il voulait s'excuser. Quand je l'ai retrouvé, il pleurait. Il me disait qu'il était fou amoureux de moi, qu'il n'avait jamais réalisé ce qu'il m'avait fait, qu'il avait changé, qu'il arrêterait de boire, qu'il arrêterait de fumer, qu'il ferait tout pour me rendre heureuse. Je voulais tellement y croire, alors je lui ai laissé une dernière chance. Il ne m'a plus frappée, mais les violences ne s'étaient pas arrêtées. Les rapports continuaient d'être imposés, mon corps était couvert de bleu, et un jour, il m'a regardée et m'a dit qu'il finirait par m'étrangler. Cette fois, je l'ai cru, et c'est ce jour-là que j'ai mis fin à notre relation. Une semaine plus tard, j'ai appris qu'il me trompait depuis longtemps, qu'il était déjà avec une autre femme. Ça m'a détruite, pas parce que je voulais encore être avec lui, mais parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi il m'avait fait subir tout ça. Quelques semaines plus tard, j'ai appris qu'elle était enceinte, qu'ils allaient garder leur bébé. Je me suis effondrée une nouvelle fois. Pourquoi le bébé de cette femme avait-il le droit d'exister alors que le mien avait été menacé avant même de naître? Puis j'ai découvert quelque chose qui m'a bouleversée. Quand j'étais enceinte, je lui avais confié que si j'avais une fille, je voulais l'appeler Lila. J'adorais ce prénom. Je m'y étais déjà attachée. Quelques mois plus tard, leur fille est née et ils l'ont appelée Lila. Même le prénom que j'avais choisi pour mon bébé, j'avais l'impression qu'ils me l'avaient volé. Je pensais que tout était terminé, mais l'emprise ne disparaît pas du jour au lendemain. Quelques mois plus tard, le jour de la Saint-Valentin, il est venu jusque chez moi. Il me suppliait de revenir. Il me disait qu'il n'avait jamais aimé personne comme moi, que même il vivait avec une autre femme, c'était à moi qu'il pensait. C'était moi, qu'il aimait. Je lui ai demandé de partir. Il est parti. Et pourtant, quelques jours plus tard, j'ai craqué. Je suis retournée chez lui. Aujourd'hui encore, j'ai honte de le dire, mais c'est ça l'emprise. Elle vous fait revenir vers la personne qui vous détruit. Au début, tout semblait aller bien, puis j'ai senti ce changement, celui que je connaissais trop bien. J'ai commencé à rassembler discrètement mes affaires. Je voulais partir. Il m'a demandé de rester dormir. J'ai refusé. Il a essayé de m'embrasser. Je l'ai repoussé. Je savais qu'il avait une autre compagne, une nouvelle compagne. Je refusais de devenir cette personne. Alors tout a recommencé. Il m'a attrapé par le bras, il m'a traîné jusque dans la chambre, il m'a plaqué sur le lit, il maintenait mes poignets, je l'ai supplié d'arrêter, je pleurais, je criais, il m'a regardé avec un calme qui glace encore aujourd'hui. Puis il m'a dit, quand j'ai envie, personne ne m'arrête. Puis il a ajouté, tu peux crier autant que tu veux,
personne ne viendra t'aider ici. À cet instant-là, je me suis dit que je ne voulais plus jamais vivre ça. Je me suis débattue, je n'ai pas lâché, je me suis battue comme jamais auparavant. Au bout d'un moment, il s'est arrêté, il m'a regardé avec mépris et il m'a dit « Tu fais pitié ». Puis il m'a forcé à m'asseoir par terre comme un animal. Il voulait mon téléphone, j'ai refusé, alors il a essayé de me casser le bras, puis il a pris son téléphone, il m'a filmé, il m'a obligé de dire devant la caméra qu'il ne s'était jamais rien passé, qu'il ne m'avait jamais touché, jamais sans mon consentement. Je savais que c'était faux, mais je voulais sortir de cette maison, je voulais vivre. Quand il m'a finalement laissé partir, je suis sortie. J'avais 21 ans. Je me sentais sale, brisée, vide, mais cette fois, quelque chose avait changé. Ce soir-là, j'ai compris que si je retournais encore une fois auprès de lui, je ne m'en sortirais peut-être jamais. C'est devenu mon déclic. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. Je ne vais pas dire que tout est oublié parce que ce serait faux. Il y a des cicatrices qui ne disparaîtront jamais. Je me rappelle encore certaines phrases qu'il me disait, qu'il espérait que j'allais mourir, qu'il espérait que je me fasse faucher par un camion en sortant de chez moi. Certaines nuits restent difficiles, certaines peurs sont encore là, mais aujourd'hui je sais une chose, ce que j'ai vécu n'avait rien de normal. Pendant longtemps, je pensais que l'amour demandait des sacrifices, qu'il fallait supporter, pardonner, attendre que l'autre change. Aujourd'hui, je sais que l'amour ne détruit pas, l'amour ne fait pas peur, l'amour ne menace pas. L'amour ne vole pas votre corps, votre liberté, votre voix, ni même les rêves que vous aviez pour votre enfant. Moi, j'ai réussi à m'en sortir. Et si quelqu'un écoute mon histoire aujourd'hui en reconnaissant la sienne, alors je voulais lui dire une seule chose. Tu n'es pas faible, tu n'es pas responsable, et surtout, tu mérites mieux que de survivre. Tu mérites de vivre. Coucou Lila, déjà merci pour ton témoignage. Même si je l'ai lu avant, je travaille dessus et tout, ça me fait toujours quelque chose de relire vos témoignages. C'est bouleversant en fait d'imaginer que derrière ces histoires-là, il y a des femmes qui ont vécu ça et des hommes tellement horribles. Bref, merci beaucoup pour ton témoignage. Il y a beaucoup de termes intéressants là-dedans. Tu parles de love bombing notamment. On le voit très bien. En fait, on voit très bien que voilà, la personne au début, elle va tout faire pour montrer son meilleur visage, vous complimenter, vous donner tout ce dont vous avez besoin, de l'amour, de l'attention, des cadeaux, des attentions, tout ce que vous voulez. Et ensuite, il y a un changement de comportement. Et tout le long de votre relation, vous allez essayer de retrouver ce qu'il y avait au début. Sauf que ce qu'il y avait au début n'existe pas et ça n'a jamais existé. C'est le principe même du love bombing. Il y a beaucoup d'hommes qui fonctionnent comme ça. Je n'ai jamais rencontré de partenaire comme ça, mais j'en parle quand même parce que on a toutes des copines et trucs comme ça et tout qui nous racontent leurs histoires. Et c'est vrai qu'on dit souvent, fais attention. La constance, mesdames. La constance. Là, je parle du love bombing, mais une relation saine, ça doit être constant. C'est-à-dire que les efforts, ça ne se fait pas pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et après, ça, c'est du love bombing. Et c'est une technique de manipulation parce qu'en fait, vous allez chercher constamment à retrouver ce niveau-là d'amour, d'affect, etc., qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. C'est extrêmement malsain et c'est de la manipulation, encore une fois. Donc, on reste alerte à ce genre de choses. Et comment on reconnaît du love bombing aussi? Déjà, on fait attention. On reste factuel, les filles, factuel. Ne projetez pas des choses sur vos partenaires. C'est-à-dire que vous prenez la personne comme elle se présente à vous. On garde toujours une certaine distance et on observe. On observe la constance. Est-ce que la personne est constante dans ses actes ou est-ce que ça dure qu'un temps? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est le premier truc pour le love bombing. C'est mon conseil à moi que je conseillerais mes amis, etc. Évidemment, faites vos recherches et tout ça, évidemment, mais c'est mon conseil à moi. Ensuite, pour parler d'autre chose, c'est des horreurs, mais oui, il y a les horreurs physiques dans ce témoignage-là, mais les horreurs psychologiques,
sont tellement intenses dans ce témoignage. Je pense que ça a été le témoignage où c'était extrêmement détaillé d'ailleurs, et on sent vraiment l'emprise et tout le process en fait de manipulation qu'il y a derrière. Et elle le dit elle-même, elle dit c'est ça l'emprise. C'est-à-dire que tu sais que c'est pas bon pour toi, mais tu y retournes. Je vais vous donner encore un petit conseil de sœur, parce que je considère qu'on est toutes là comme des sœurs, quoi. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est de parfois prendre le temps de sortir de votre corps. Et quand vous n'avez pas la force de quitter quelque chose, demandez-vous, oui c'est ma lumière qui rend l'âme, demandez-vous est-ce que vous accepteriez ce genre de comportement pour votre sœur, pour votre mère, pour votre fille. Si la réponse est non, vous savez que vous êtes dans une relation qui n'est pas saine. Vous savez que vous devez partir. Si la réponse n'est pas positive, partez. Parce qu'on a beaucoup plus de facilité à être indulgent avec les autres. On a beaucoup plus de facilité à être gentil, plein de compassion, etc. avec les autres, mais pas avec nous-mêmes. Et il y a beaucoup de victimes, de survivants ou survivantes, je ne sais jamais trop quel terme employer, qui disent « je m'en veux tellement, j'ai été bête, etc. » Non, faut pas. Il faut pas. Il faut pas avoir honte, il faut pas vous en vouloir. Vous êtes dans un système qui est conçu pour vous manipuler, vous détruire et pour vous rabaisser constamment. En fait, on est en train de vous détruire psychologiquement. Donc, au lieu de vous blâmer, les seules personnes à blâmer, ce sont les monstres qui font subir ce genre de choses. Et merci infiniment pour ton témoignage parce que vraiment, il m'a, même encore là en le lisant, alors que je l'ai lu plusieurs fois, ça m'a encore fait quelque chose. Mais je te souhaite du fond du cœur d'être entouré de bonnes personnes bienveillantes. On te souhaite de te reconstruire. Je sais que c'est pas évident. J'espère que tu as un suivi psy. Mais merci infiniment d'avoir partagé ce témoignage parce qu'il est extrêmement détaillé et c'est super intéressant pour voir vraiment la mécanique qu'il y a derrière sur la manipulation. Parce que là, on est en plein dedans. Et c'est extrêmement dans le psychologique. Et ça, c'est... Alors, le passage sur le prénom de sa fille, voilà, ça m'a déchiré le cœur. Et en tout cas, tu as tout mon soutien et je te fais vraiment d'énormes bisous. Tu as tout notre amour et on te croit. Et merci d'avoir témoigné aujourd'hui. Et on passe au dernier témoignage. Je m'appelle Léa. Cette histoire a commencé le 29 janvier 2017. J'avais 15 ans, lui en avait 19. On vivait dans une petite campagne où tout le monde finit par connaître tout le monde. On s'était rencontrés grâce à des amis en commun. Notre histoire n'avait duré qu'1 ou 2 mois. Mon entourage ne le sentait pas. Il me disait de faire attention. Après notre rupture, il m'avait même conseillé de couper les ponts avec lui, mais je continuais à le voir uniquement comme un ami. Je pensais sincèrement que c'était possible. Je me trompais. Ce dimanche-là, il est venu me chercher en voiture. On est parti s'isoler dans un endroit dont je serais incapable de retrouver le nom aujourd'hui. Je me souviens seulement du silence, de la voiture arrêtée, de cette sensation que quelque chose n'allait pas. Il voulait avoir des rapports S, et moi je ne voulais pas. Il m'a volé ma première fois. Il m'avait forcé à accepter ce que je ne voulais pas. Et cette fois-ci, j'ai dit non. Un vrai non. Je n'ai pas cédé, alors il m'a forcé. Quand tout s'est terminé, je n'ai pas compris ce qui venait de m'arriver. Mon esprit s'est comme éteint. J'étais dans une forme de déni. Pourtant, mon corps, lui, savait. Il réagissait avant moi. Les crises d'angoisse se sont multipliées. J'avais de l'urticaire sans explication. J'étouffais au sens propre comme au figuré. J'étais déjà suivie pour mon asthme à l'internat, alors je passais chaque soir à l'infirmerie sans vraiment mettre de mots sur ce qui se passait. Mon corps criait ce que je n'arrivais pas encore à raconter. Quelques jours plus tard, j'ai fini par en parler. Enfin, presque. J'ai raconté cette histoire en disant qu'elle était arrivée à une amie, et la personne qui m'écoutait m'a regardée et a compris que cette soi-disant amie n'était autre que moi. À cet instant, tout est devenu réel. Mes parents ont été prévenus. Le lendemain, ils m'ont amené porter plainte. Je ne voulais pas parce que je doutais de ce qui s'était passé, mais parce que je voulais juste oublier. Pourtant, il fallait le faire. C'était la procédure. Le vendredi matin, je suis entrée dans une gendarmerie. J'avais peur d'être jugée. Au lieu de ça, j'ai rencontré une personne d'une bienveillance exceptionnelle. Pour la première fois depuis ce jour-là, je me suis sentie écoutée.
Puis sont venus les examens médicaux, les prélèvements, les expertises et les auditions. Et l'attente. Une attente interminable. Il a été placé en garde à vue, puis mis en examen. Malgré les preuves, malgré les incohérences de cette déclaration, les années ont continué de passer. Pendant ce temps-là, j'essayais de survivre. Je faisais face à une agoraphobie qui contrôlait chacun de mes déplacements. Je dépendais des anxiolytiques, des somnifères et des antidépresseurs. Je ne reconnaissais plus mon corps. La sexualité était devenue une source de peur. Chaque sortie était un combat avec cette angoisse permanente de tomber sur lui. Il avait aussi essayé de reprendre contact avec moi, de m'intimider, de me menacer, comme pendant notre relation où les violences psychologiques, le dénigrement et la manipulation avaient déjà pris énormément de place. Puis, la vie a continué malgré tout. Je suis devenue maman. Mon fils avait 1 an lorsque quelqu'un a frappé à ma porte. C'était un huissier. Il m'a demandé si j'étais bien Madame X avant de me remettre une citation à comparaître. En une seconde, tout s'est écroulé. Le procès aurait lieu 1 mois plus tard, 6 ans après les faits, 2 jours devant une cour d'assises. J'ai pris une décision extrêmement difficile. J'irai seule. Je ne voulais pas imposer ça à ma famille. Ils avaient déjà tellement souffert. Mon père avait failli y laisser sa santé à cause de cette affaire. Je ne voulais plus les voir souffrir pour moi. Seules 2 de mes amies étaient présentes. Le premier jour, je l'ai vu entrer dans la salle d'audience. Mon corps s'est immédiatement mis en alerte. Je n'arrivais plus à respirer. Tout tournait autour de moi. J'avais l'impression que j'allais mourir. Ou peut-être que j'en avais envie. Une envie que je n'avais plus ressentie depuis des années. En le voyant, je n'étais plus la maman de mon fils. J'étais redevenue cette adolescente de 15 ans dont la vie avait basculé. Le procureur a raconté cette journée dans les moindres détails. Chaque mot était un retour en arrière. Je me suis effondrée et je m'en suis voulu. Parce que je me disais qu'en pleurant devant lui, je lui montrais qu'il avait encore un pouvoir sur moi. Puis est venu le moment de monter à la barre. Je pensais être seule avec ma douleur, mais en levant les yeux, j'ai vu les jurés pleurer. Pour la première fois depuis très longtemps, je me suis sentie comprise. Le deuxième jour, la défense a tenté de me faire passer pour la pire personne possible. Leur stratégie ne consistait pas à expliquer les faits, mais à attaquer celle qui les dénonçait, étant donné qu'ils n'avaient rien contre moi. Les heures ont défilé jusqu'aux délibérations. Le temps semblait suspendu. Puis tout le monde s'est levé, le président est revenu, et un seul mot a suffi. Coupable. Je ne pourrai jamais expliquer ce que j'ai ressenti. C'était comme si un poids que je portais depuis 6 ans venait enfin de quitter mon corps. J'ai pleuré, mais cette fois, c'était des larmes de soulagement. Il a été condamné à 8 ans de prison. 8 ans. À la fois si peu face à une vie brisée, et tellement plus que j'avais osé espérer. En sortant du tribunal, je savais que ça n'effacerait pas ce qu'il m'avait fait, mais je savais aussi que je pouvais enfin commencer à vivre. Quelques mois plus tard, je suis tombée enceinte de ma fille. J'ai vécu cette grossesse comme le dernier chapitre de cette histoire, comme une lumière après des années d'obscurité. Aujourd'hui, presque 10 ans après les faits, les cicatrices existent encore. Certaines journées sont plus difficiles que d'autres, mais je peux enfin aller faire mes courses seule. Je peux sortir sans regarder derrière moi à chaque coin de rue. J'ai même réalisé un rêve qui me semblait impossible, assister à un concert de The Weeknd. L'agoraphobie était là, bien sûr, elle est remontée pendant le concert, mais cette fois, c'est moi qui ai repris le contrôle. On dit souvent que le temps guérit tout. Je ne crois pas que ce soit vrai. La douleur ne disparaît jamais complètement. En revanche, on apprend à vivre avec. Et un jour, sans s'en rendre compte, on réalise qu'elle ne dirige plus notre vie. C'est peut-être ça, finalement, gagner. Léa, je voulais terminer avec ton témoignage parce que souvent en France, on sait que les plaintes sont classées sans suite. Et je sais que ça a mis du temps. Je sais que tu as été extrêmement courageuse d'aller au bout de la démarche et que tu as subi une AS traumatisante, mais qu'aujourd'hui tu es là pour nous en parler. Et surtout, moi je les ai vus, tes 2 petits bouts de chou, tu m'as envoyé les photos, mes cœurs. Et en fait, je voulais finir cet épisode-là sur une touche un peu d'espoir, parce que les autres témoignages, les gens se reconstruisent un peu tout seuls, etc. Et le tien est beau aussi parce que
tu nous apportes un petit peu d'espoir, en tout cas dans ce témoignage-là, où la justice est en ta faveur, où tu as deux magnifiques enfants aujourd'hui, et ils sont magnifiques, ils sont trop beaux, mes petits cœurs, j'ai envie de les rencontrer, de leur faire des petits bisous. Mais vraiment, je suis extrêmement fière de toi. Mais tu n'as même pas idée à quel point je suis fière de toi. Et je souhaite à toutes les survivantes et survivants de se reconstruire et d'avancer et d'être suivis par des psys. C'est très important la santé mentale après tout ça. Mais c'est surtout pour vous dire que ce n'est pas fini. Votre histoire ne définit pas qui vous êtes. Elle va faire partie de vous, mais vous pouvez vivre encore tellement de choses. Même si vous êtes dans cette situation actuellement et que vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas d'issue, que vous êtes condamné à vivre ça. Mais on voit en tout cas voilà, que Léa, t'en es la preuve vivante. Et je te remercie pour ça, parce que c'est important. C'est important aussi d'apporter à toutes ces personnes qui sont en train de vivre ça, de leur dire que après tout ce cauchemar, il y a encore une vie qui vous attend. Il faut vous battre, il faut en parler, on va continuer d'en parler. Il faut en parler, il faut sensibiliser, il faut... N'hésitez pas à demander de l'aide, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas toute seule. Et, et Léa, je te souhaite beaucoup de bonheur, vraiment que du bonheur. T'es très courageuse. Franchement, vous êtes extrêmement courageuse. Et comme je disais, si j'avais pas reçu autant de témoignages, je pense que je réaliserais même pas toutes les horreurs qui se passent quand la porte est fermée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on croise dans la rue, on n'a même pas conscience de ce qu'ils vivent au quotidien. Et ça permet d'être plus vigilant. Vraiment, moi, je sais que ça me permet d'être... J'étais déjà assez... J'essaye d'être assez vigilante de ça autour de moi. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Et d'avoir comme ça, de pouvoir repérer certains signaux, de me dire, ok, il y a quelque chose qui ne va pas là. Qu'est-ce que moi je peux faire aussi de mon côté? Comment est-ce que je peux aider cette personne-là? Ou juste lui tendre la main, ou juste appeler la police, ou juste contacter ses parents si les mineurs, etc., etc. Et se dire qu'il y a tellement de choses qui auraient pu être évitées si certaines personnes, à certains moments, avaient réagi. Voilà. Et Kadji en est le témoignage exemple, comment dire ça, l'exemple concret, quand elle dit j'étais en train de courir dans la rue et personne ne s'est arrêté. Et ça l'a traumatisée. De se dire qu'il n'y a personne qui t'aide. C'est terrible pour ces personnes-là. Déjà qu'elles se sentent seules. Et en plus de ça, quand c'est au regard de tous et personne ne bouge, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Donc, merci. Merci beaucoup Léa. On te fait plein de bisous et merci pour ton témoignage. Bon les cœurs, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ces petits épisodes vous ont aidé déjà pour avoir un espace à vous, pour pouvoir parler de ce que vous avez vécu. Parce que parfois, juste parler, ça fait du bien. Ça nous fait du bien. C'est une petite thérapie. S'il y a d'autres personnes, ça a été utile parce qu'ils se sentent moins seuls dans ce qu'ils sont en train de vivre. Ça vous donne le courage d'agir. C'est qu'on est en train de faire notre travail correctement. Il faut que les réseaux sociaux soient utiles aussi, servent à quelque chose d'autre. Oui, c'est bien de faire du divertissement. Et moi, je suis la première à faire du divertissement. J'adore ça. Je suis une grande consommatrice des jeux sur YouTube et tout. J'adore ça. Et j'espère un jour pouvoir faire ce genre de contenu parce que je trouve ça cool, c'est fun et tout. C'est bien aussi. Mais il y a aussi des sujets qui sont beaucoup plus importants et qui valent aussi la peine que nos plateformes servent à ça. Et aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de followers et tout, mais on s'en contrefout. Je me dis juste que à quoi ça sert d'avoir des réseaux sociaux, un endroit où on peut prendre la parole si on peut pas parler de sujets importants. Donc ça me tenait vraiment à cœur. Donc je vous remercie d'avoir été là pour qu'on puisse aller au bout de ce format-là. C'est ma dernière vidéo avant septembre parce que j'ai décidé de ne plus être en burn-out en fait. Pour celles et ceux qui connaissent un peu mon histoire, je suis partie à un moment des réseaux parce que j'étais en burn-out complet. Donc, je vais faire une vraie pause. On se retrouve en septembre avec plein de petites surprises pour vous. Mais je prends 2 vraies semaines de vacances. Je vais à Marseille retrouver mes petits vlogs que je vais essayer de faire avec mes amis et tout dans le sud sur mon TikTok Call Me Kiki. Et
Je posterai là-bas, je posterai sur mon Instagram Call Me Kiki. Donc voilà, il y aura toujours un peu du contenu, mais ça sera beaucoup plus léger, sera beaucoup plus, voilà, plus léger. En tout cas, je vous souhaite de passer de belles vacances d'été. On se retrouve en septembre sur ma chaîne YouTube. Venez me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Donc c'est Call Me Kiki et je crois qu'il y a 2 i sur le premier, Kiki, bon bref. Et voilà, et encore merci à toutes ces survivantes. Vous êtes des femmes incroyables et je suis persuadée que l'avenir n'a que de belles choses pour vous qui vous attendent. Et pensez à vous abonner, ça donne beaucoup de force à la chaîne. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, de tous les témoignages que je vous ai racontés. Dites-moi tout ça en commentaire. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve du coup en septembre, mais c'est tous les mercredis sur ma chaîne Call Me Kiki et sur toutes vos plateformes de streaming préférées en format podcast. Voilà, donc je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt.